propose que l'on commence donc notre réunion thématique ce soir sur le vaste sujet et complexe sujet de l'expulsion. Il s'agit malheureusement d'un passage obligé pour certains propriétaires dans leur vie, passage compliqué parce qu'il il génère beaucoup d'interrogations, beaucoup de frustration aussi parfois de la part du propriétaire qui ne comprend pas, et à juste titre, pourquoi ça dure aussi longtemps, pourquoi ça coûte aussi cher, pourquoi pendant ce temps-là son locataire ne le paye pas, et pourquoi quand il passe devant le tribunal, la décision qui est rendue parfois le surprend. Voilà, donc je vais essayer d'éclaircir avec vous tout ça. Petite chose qu'il faut que vous sachiez, mais vous le savez tous que c'est un petit trait de lourd, mais l'huissier n'est en rien responsable des délais de procédure. Plus le délai, plus le dossier est long, plus finalement ça cause du travail, des problèmes à tout le monde. Malheureusement, la procédure d'expulsion est ainsi faite, c'est un chaînage d'actes avec des délais prévus par la loi, que ce soit la loi du 6 juillet 89 qui régit les baux d'habitation ou le code de procédure civile d'exécution, qui est un code qui régit tous les textes en matière d'exécution de décisions de justice. Et là, les textes sont légion, très souvent amendés, très souvent transformés, et assez rarement dans le sens du propriétaire, mais ça, je ne vous apprends rien. Donc, quelles sont les causes, en premier lieu, d'une procédure d'expulsion? La première et la plus connue de tous, c'est bien évidemment l'impayé de charges et de loyers, qui est ce qui vous touche tous le plus souvent, c'est-à-dire le locataire qui ne paye pas son loyer, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou qui ne paye pas les charges qui sont afférentes à ce loyer et qui vous force à un moment donné à prendre une décision. Alors, je vais vous donner un conseil, vous en ferez ce que vous voudrez, mais commencez très tôt la procédure d'expulsion. Vous n'êtes absolument pas obligé de la mener à son terme. Une procédure commencée n'est pas forcément une procédure que vous devez pousser à fond, jusqu'à l'expulsion proprement dite. En plus vous attendez, plus votre locataire a bien compris que ce n'était pas forcément une urgence pour vous, connaît les textes de loi et sait que de toute façon, il y aura un temps certain avant que vous puissiez l'expulser. Ne tardez pas à lancer la procédure. Je vous expliquerai bien évidemment après comment on lance la procédure. Le but n'est pas de transférer tout de suite un dossier vers un huissier, quel que soit l'huissier de votre choix au passage, mais de prendre date et de donner à votre locataire l'information que vous allez réagir vite. Que vous poussiez cette procédure à terme, je vous le redis, ou pas. N'avez pas 6 mois ou 8 mois ou 1 an de loyer avant de lancer la procédure d'expulsion, c'est une grave erreur. D'autant que moi je travaille beaucoup avec des bailleurs, d'autres types de bailleurs, que des bailleurs particuliers, enfin des bailleurs privés, et on se rend compte dans beaucoup de dossiers que quand le propriétaire réagit vite et que le commandement, parce que tout commence par un commandement de payer les loyers, ce que je vais vous expliquer après, est fait rapidement, les réactions sont elles aussi rapides. Voilà. Alors ne faites pas comme certains le 6 mars, alors que le loyer était payable le 5, parce que là c'est trop tôt, ça arrive. Mais bon, réagissez en général 1 mois ou 2 mois, c'est bien. Après, ça me semble un peu long. Bien. Revenons-en aux causes donc, de la procédure d'expulsion. On a vu l'impayé des loyers et de charges. Il peut y avoir aussi la non-présentation du certificat d'assurance. Le locataire doit vous présenter tous les ans, enfin à l'entrée dans les lieux et tous les ans après à date anniversaire, un justificatif comme quoi le logement est bien assuré. C'est une cause de résiliation du bail si ce document ne vous est pas présenté. Alors, je ne vais pas m'attarder là aussi sur les conditions, mais la loi a un petit peu changé en la matière. Soit, on va revenir en détail dessus après, vous inquiétez pas, hein, mais vous décidez de lancer la procédure d'expulsion par un commandement qui va viser la clause résolutoire qui se trouve dans votre bail, soit vous décidez de mettre en demeure votre locataire et de vous-même vous assurer à la place du locataire. J'évoque ce cas tout de suite parce que dans ce deuxième cas, la procédure d'expulsion n'est pas possible. Donc on en restera au cas où vous décidez de mettre en demeure votre locataire et de ne pas vous substituer à lui en contractant une assurance pour son nom, qui serait bien évidemment remboursable après, mais que vous décidez véritablement de mener une procédure d'expulsion pour résilier le bail. Voilà. Autre problème qui peut générer une procédure d'expulsion, ce sont les troubles de voisinage. Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque c'était le thème de notre dernière réunion thématique. Donc,
on ne va pas revenir dessus. Je pense qu'elle est toujours disponible sur le site de l'UNPI et qu'en tant qu'adhérent, vous pouvez la voir. Je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle était faite par Julien Bervigier, qui est beaucoup intervenu, un petit peu par moi aussi, mais c'était plus anecdotique, et vous avez beaucoup d'infos en la matière. Dernier point qui peut être un fait générateur d'une procédure d'expulsion, c'est la validation d'un congé. Vous avez donné un congé à votre locataire, et votre locataire ne s'en va pas. C'est rare, mais ça arrive. Et là, dans ces cas-là, bien évidemment, quelques négociations ayant échoué, vous lancez une procédure d'expulsion. Donc on va voir tous les différents cas. Je vais être un petit peu technique pendant un certain temps, et bien évidemment, après, quand j'aurai terminé, on pourra voir pour des questions-réponses, peut-être des cas qui sont les vôtres, ou les questions que vous auriez d'ores et déjà. Sachez que dans tous les cas qui se sont présentés là, que je vous ai cités là, hormis la validation du congé, ça c'est une autre procédure, enfin c'est un autre commencement de procédure, tout commence par un commandement. Un commandement de quoi? Il y a un commandement de payer les loyers, un commandement de fournir le certificat d'assurance, ou un commandement de cesser les troubles de voisinage. Et pourquoi un commandement? Parce que dans 99% des baux que vous avez, il y a ce qu'on appelle une clause résolutoire. C'est-à-dire une clause qui indique que quand un locataire ne respecte pas ses obligations, et les obligations, on vient de les lister à l'instant, donc je le répète, impayé de loyer et charges, certificat d'assurance à fournir ou respecter la jouissance paisible des gens qui sont autour du bien loué, eh bien, le propriétaire peut mettre en demeure le locataire via un commandement, qui est un acte fait par un huissier de justice, de cesser le trouble en question, de régler ce qu'il doit ou de fournir le certificat d'assurance. Selon la nature du préjudice, cet acte fait courir un délai de 2 mois, qui est un délai pour le paiement des loyers, qui est un délai d'1 mois pour fournir le certificat d'assurance, ou ne fait pas courir le délai en matière de troubles de voisinage. Il doit, en matière de troubles de voisinage, indiquer au locataire un délai qui doit cesser sur le champ des troubles. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est qu'une clause résolutoire? C'est une clause qui est contractuelle, donc qui est inscrite dans votre contrat de bail, bien évidemment prévue par la loi, parce qu'aucun contrat de bail d'habitation ne peut contenir des clauses qui ne seraient pas validées en amont par la loi de 89. Ça, je ne pense pas que je vous apprenne grand-chose sur le sujet. Et même s'il y en avait, elle ne serait pas valable. Donc c'est une clause qui dit que, une fois que ce commandement fait, si le délai est passé, donc 2 mois, 1 mois, ou sur le champ, et que le locataire n'a pas soit payé les loyers, soit fourni le certificat, soit cessé les troubles, eh bien le bail est résilié, tout simplement. Alors vous allez me dire, si c'était aussi simple que ça, pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps, et pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Bien tout simplement parce que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas le droit de nous faire justice à nous-mêmes, et où cette résiliation doit être constatée par le juge, tout simplement. Et c'est à partir du jugement, et ça on verra ça un peu après, j'anticipe un petit peu, que les procédures véritablement, la procédure d'expulsion pourra véritablement commencer. Donc tout commence par cet acte que je vous conseille, je vous dis de faire très rapidement. Il indique à un propriétaire soucieux de gérer ses affaires rapidement. Ça ne vous empêche bien évidemment pas de discuter avec votre locataire parallèlement, mais je pense que ça fait ressentir que vous n'êtes pas de ces propriétaires qui vont attendre des mois et des mois avant de réagir, ce qui, je vous le redis, est un très mauvais signal. Donc, pour ça, prenons l'exemple de paiement de loyer, pour qu'un commandement visant la clause résolutoire puisse être signifié, il faut, et ça c'est impératif, que vous teniez bien évidemment à jour les comptes de votre bien et que vous puissiez produire à l'huissier un décompte ventilé et actualisé. Bien ventilé, c'est-à-dire pas simplement un document sur lequel il y a un total, parce que la loi ne l'accepte plus, mais un document dans lequel on indique le montant du loyer, le montant des charges, et bien évidemment ce qui est dû mois par mois, les charges, et bien évidemment tous les acomptes qui auraient été éventuellement faits. Avec un total à la fin, c'est ce total qui sera repris, mais le décompte doit être indiqué dans l'acte pour que le locataire, qui bien évidemment attend notre acte avec impatience, puisse savoir ce qu'il doit. Voilà. Si vous faites signifier un acte par un huissier de justice et que cet acte, c'est un commandement de payer qui laisse un délai de 2 mois, ne négociez pas avec votre locataire à l'amiable un délai de 6 mois pour régler la somme. Parce que dans ces cas-là, bien évidemment, ce que vous aurez négocié va prévaloir sur le commandement qui sera fait
Et vous ne pourrez pas dire à votre locataire, bah, vous ne m'avez pas payé au bout de 2 mois et je vais demander votre expulsion si vous lui en avez laissé 6 pour régler sa dette. Ça semble une évidence, mais c'est l'erreur à éviter. Donc, quand les délais qui courent à compter de la date à laquelle l'huissier va signifier l'acte sont expirés, le bail est résilié. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous pouvez toujours essayer de négocier avec votre locataire, pourquoi pas. Aucune négociation n'est interdite au passage. L'huissier, l'avocat sont des gens qui sont des juristes qui sont là pour, comment dire, vous protéger, vous construire l'aspect juridique du dossier. Rien n'empêche de votre côté des négociations avec votre locataire. Rien n'est interdit. Hormis de rentrer chez lui avec vos clés que vous n'êtes pas censé avoir et de mettre toutes ses affaires sur le palier. Ça, bien évidemment, ça ne s'appelle pas une expulsion, ça s'appelle un délit. Et c'est passible de correctionnel, même si parfois c'est un petit peu tentant, mais j'arrête parce qu'il y a une caméra, on peut faire attention à ce que je dis. Donc, que se passe-t-il? Une fois que le délai est écoulé, le bail est résilié, eh bien, vous devez tout simplement saisir le tribunal. Avant, ce tribunal s'appelait le tribunal d'instance, mais comme maintenant on a décidé de simplifier, il s'appelle le tribunal judiciaire, juge du contentieux de la protection. Le tribunal d'instance, le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection, vous noterez comme moi que ça a sacrément simplifié. L'avocat n'est pas obligatoire en matière de contentieux locatif, il est très fortement conseillé. Je sais que, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu des problèmes et se sont passés d'avocat, mais je ne vous conseille pas, tout simplement parce que ça devient de plus en plus technique. Aller devant un tribunal, discuter avec son locataire, c'est une chose, aller devant un tribunal pour plaider sa propre cause, en vertu de tous les textes de loi actuels, avec tous les pièges qu'il peut y avoir, c'est dangereux. Alors certes, il y a une économie d'honoraires qui est faite, je pense que c'est une mauvaise économie dans le sens où, si jamais votre demande est rejetée, vous perdez encore des mois et des mois et des mois, et l'investissement n'était pas bon. Donc, le conseil que je vous donne, mais vous en faites ce que vous voudrez, c'est de saisir un avocat du dossier pour que cet avocat rédige une assignation. Une assignation, c'est quoi? Eh bien, c'est une convocation à une audience devant le tribunal, avec, dans le contenu de cet acte, les sommes que le locataire vous doit, et ce que vous demandez au juge. Vous demandez au juge de constater que la clause résolutoire du bail a joué, qu'il prononce l'expulsion. Vous demandez au juge la condamnation de votre locataire aux sommes qu'il vous doit, bien évidemment, et vous demandez aussi au juge de condamner votre locataire à ce qu'on appellera non plus des loyers, puisque le bail est résilié, mais des indemnités d'occupation jusqu'au jour où le local sera effectivement repris. Qu'il soit repris par vous, parce que le locataire vous remet les clés, ou qu'il soit repris par l'huissier qui lui-même fera l'expulsion ou ce qu'on appelle une reprise des lieux, mais on ne va pas anticiper. Donc, cette assignation, il faut que vous sachiez qu'elle doit être signifiée au moins 2 mois avant la date d'audience. Donc on en est déjà à 4 mois, c'est-à-dire le commandement qui a été fait, qui laisse courir un délai de 2 mois pour les paiements, inférieurs pour le reste. L'assignation à rédiger, le temps que vous alliez chez votre avocat, que vous preniez rendez-vous avec lui, qu'il vous rédige l'assignation, qu'elle soit signifiée par l'huissier, il y a après 2 mois jusqu'à l'audience. Déjà, on a 4 mois qui sont passés, plus le temps que vous avez mis à réagir. C'est pour ça que je vous disais, réagissez le plus vite possible. À cette audience, donc, théoriquement, le juge va constater le jeu de la clause, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit, et va prononcer l'expulsion. Normalement. Sauf que parfois, ce n'est pas le cas. Et le juge va utiliser les facultés légales qui sont les siennes en accordant à votre locataire des délais. Parce que votre locataire, déjà, peut demander des délais. Il peut demander 2 ans maximum pour payer sa dette. Et si le juge lui accorde des délais, bien évidemment, la clause résolutoire ne joue pas. Elle est suspendue le temps de paiement des délais, des loyers pendant le délai. Pardon. Le juge peut en accorder aussi. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de types de délais différents et c'est un petit peu compliqué, mais sachez que ne soyez pas surpris que si un jour ça vous arrive, le juge peut constater que la clause résolutoire a bien joué, c'est-à-dire que le bail est bien résilié et suspendre cette résiliation. Ne pas autoriser tout de suite l'expulsion et laisser à votre locataire la possibilité de régler ce qu'il doit. Dans ces 2 cas-là, soyez quand même rassurés, le locataire est tenu de vous payer les charges courantes et les loyers courants, bien évidemment, et le montant qui sera validé par le juge, qui sera en fait une fraction de la dette ramenée
à paiement mensuel. En gros, il doit, et donc votre locataire doit 1 000 €. Le juge dira le locataire doit payer le loyer courant et les charges, plus 100 € par mois sur 10 mois, voilà, en plus du loyer. Bien évidemment, si votre locataire ne respecte pas cet accord, ne respecte pas les dispositions de la décision de justice, la clause résolutoire reprend son plein effet et là, vous pouvez l'expulser. Donc, pas forcément d'inquiétude si jamais ça vous arrive et que le juge donne des délais. Si ces délais ne sont pas respectés, automatiquement, on revient en arrière et là, l'expulsion redevient possible. Petit passage qui peut être important, on va revenir dessus après, mais c'est une période du bail où le locataire peut envisager de quitter les lieux mais de ne pas vous rendre les clés. Ça, c'est des choses qui arrivent. Sachez que je ne veux pas savoir ce que vous feriez, je sais ce que je pourrais peut-être faire, mais ça c'est autre chose, mais sachez que si votre locataire s'en va sans vous remettre les clés et que vous êtes en début de dossier d'expulsion, n'hésitez pas à prévenir l'huissier ou l'avocat qui travaille pour vous, parce qu'on peut tout de suite bifurquer sur une autre procédure qui s'appelle la procédure de reprise des lieux, qu'on évoquera rapidement tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder dessus maintenant, pour ne pas vous embrouiller avec tout ça, mais sachez qu'il y a un locataire parti, et je dis bien parti, pas juste parti en vacances, qui a quitté les lieux, pas forcément un local vide, mais un locataire parti, et qui n'a pas restitué les clés, on peut bifurquer tout de suite et éviter l'année et demie de procédure que représente la procédure d'expulsion proprement parler. On y reviendra tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Une fois que cette audience est passée, il y aura un délibéré et le juge va rendre sa décision. La décision devra être signifiée à votre locataire, là aussi par un huissier de justice obligatoirement, et le locataire pourra bien évidemment faire appel de la décision en question, ce qui est extrêmement rare. Je ne sais même pas si je l'ai vu une fois, en pratiquement un peu plus de 15 ans d'exercice, je ne crois pas l'avoir vu une fois, mais on ne sait jamais. Le locataire peut faire appel. Sachant qu'en général, il y a ce qu'on appelle l'exécution provisoire, c'est-à-dire que dans la décision de justice, là encore, je ne vais pas vous embrouiller une terme trop technique, mais ça veut dire que malgré le fait que le locataire fasse appel, la décision est quand même exécutable. Donc pas de panique là-dessus. Si le locataire fait appel, vous n'avez pas un dossier court-circuité pendant 2 ans, vous pouvez tout à fait l'expulser. Par contre, attention, si jamais il gagne un appel, là, ça va se compliquer. Mais bon, là, c'est un cas d'école, on ne va pas faire peur avec ça. Donc, passer cette signification de décision de justice, il faut faire au locataire ce qu'on appelle un commandement de quitter les lieux. Ça, c'est un acte qui est fondamental, qui laisse encore une fois au locataire un délai de 2 mois pour quitter les lieux. Je vous passe les petites formalités annexes, comme tous les actes, enfin les formalités qu'on doit faire auprès des préfectures, etc. Ça, c'est purement professionnel, je ne pense pas que ça vous intéresse. Si certains ont des questions là-dessus à la fin, j'y répondrai, mais je ne pense pas que c'est un intérêt pour vous. Quoi qu'il en soit, le commandement de quitter les lieux est un acte là aussi signifié au locataire qui laisse 2 mois au locataire pour partir. On peut tout à fait être fait pendant la période hivernale, donc pas d'inquiétude. Et si le délai de 2 mois arrive à terme pendant la période hivernale, on peut quand même poursuivre le dossier. Pas d'inquiétude là-dessus aussi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette période hivernale justement. Donc, l'acte est signifié au locataire, il a 2 mois pour quitter les lieux. S'il ne le fait pas, que se passe-t-il? L'huissier, dans ces cas-là, doit se rendre au domicile du locataire et faire ce que l'on appelle une tentative d'expulsion. C'est-à-dire un acte par lequel il va constater que le locataire est toujours là, on lui demande de partir, bien évidemment, en général, quand on demande ça gentiment, ça ne marche pas, et le locataire, peut-être à cette occasion, vous dira, bah oui, j'ai trouvé un logement, un nouveau logement, alors un logement social ou autre, je pourrais partir à telle date, etc., etc. Parfois, on ne le rencontre pas aussi, ce qui n'est absolument pas grave, mais quoi qu'il en soit, on constate donc que le locataire est toujours là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la preuve que la procédure s'est déroulée correctement, mais que le locataire n'a pas obtempéré ce que le juge avait demandé. Et là, dans ces cas-là, en vertu de ce document-là, qui peut très bien être fait en période hivernale, qui ne s'appelle pas tentative d'expulsion, qui s'appelle constat d'occupation des lieux en général, mais qui peut très bien être fait pendant la période hivernale, l'huissier va requérir la force publique, c'est-à-dire qu'il va demander à la préfecture l'autorisation de faire l'expulsion. Alors, vous allez me dire, et vous aurez sans doute raison, on a déjà une décision de justice, pourquoi doit-on saisir la préfecture?
Tout simplement parce qu'il y a un fort risque de trouble à l'ordre public si l'huissier va faire l'expulsion tout seul de quelqu'un, bien que ça risque de très mal se passer. Bon, sans compter qu'on n'est pas forcément très impressionnant, donc je ne sais pas si en lui demandant gentiment de sortir, il va le faire. Donc dans ces cas-là, on demande à la préfecture de nous accorder la force publique, c'est-à-dire de nous accorder l'assistance de la police ou de la gendarmerie, selon l'endroit où se trouve votre lieu. Et là, bizarrement, quand on arrive avec les policiers ou les gendarmes, le serrurier et éventuellement un camion de déménagement, c'est pas agréable. Mais au moins, l'expulsion, on est sûr qu'on va la faire. Voilà. Il faut savoir que la préfecture a 2 mois pour répondre. Et c'est un petit peu long. 2 mois pour répondre à la sollicitation qui sera celle de l'huissier de justice, et que si le délai de 2 mois écoulé, elle n'a pas répondu, vous êtes dans la possibilité de demander à l'État une indemnisation. C'est-à-dire, je veux dire à l'État, voilà, j'aurais pu expulser à partir de telle date, je ne le pourrai pas, merci de faire en sorte de m'indemniser du montant du préjudice que je subis. Je sais qu'en région parisienne, c'est une vraie catastrophe, par contre en Touraine, apparemment, ça fonctionne bien, notamment pour les bailleurs sociaux. Alors, comment ça fonctionne pour les bailleurs privés, j'ai pas de cas à vous citer, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quoi qu'il en soit, c'est tout à fait possible, une fois que le délai est passé et que nous n'avons pas de réponse de la préfecture, de demander l'indemnisation. Sachez que si elle ne vous est pas accordée, là, il y a toute une procédure qui est extrêmement longue, qui parle devant le tribunal administratif, qu'on n'abordera pas ce soir, parce que là, on va vous endormir et surtout vous décourager. Mais sachez que, voilà, en Indre-et-Loire, la préfecture indemnise souvent quand il y a des refus de force publique qui, au passage, sont assez rares quand même. Une fois que la préfecture a accordé de la force publique à l'huissier, c'est-à-dire que la procédure d'expulsion peut être faite. En général, les huissiers prennent toujours le soin d'informer le locataire que la force publique est accordée, que l'expulsion va avoir lieu tel jour à telle heure. Ça évite parfois d'avoir à la faire, cette expulsion. Ou ça permet aussi aux locataires d'enlever un certain nombre de mobilier pour que nous, quand on arrive pour faire l'expulsion, on n'ait pas un logement plein et une personne prise par surprise. Parce que ça, c'est la méthode de certains de mes confrères que j'ai jamais comprise, de jamais prévenir. Et là, dans ces cas-là, c'est des expulsions qui durent des heures, c'est toujours très compliqué. Et ça, c'est un petit peu de la cuisine interne, on va dire. Quoi qu'il en soit, arrive le fameux jour où l'expulsion peut avoir lieu, bien évidemment, hors période hivernale. La période hivernale court du 1er novembre au 30 ou 31 mars, enfin le dernier jour de mars, je ne sais jamais s'il y en a 30 ou 31. Et les expulsions peuvent reprendre à compter du 1er avril. En général, hors Covid, ça c'est censé être derrière nous aussi. Donc on va se contenter de ce délai-là qui est le délai légal, pendant lequel aucune expulsion ne peut avoir lieu, sauf, ça c'est important, si votre locataire est déjà relogé. Alors vous allez me dire pourquoi l'expulser s'il est déjà relogé? Eh bien parce que très souvent, souvent, ça arrive, le locataire a un nouveau logement, va habiter dans ce nouveau logement, et comme par hasard, oublie de vous rendre les clés, et il laisse derrière lui un certain nombre de meubles, on appellera meubles parce qu'on est poli, qui vous encombrent plus qu'autre chose, et malheureusement, l'expulsion doit être faite pour que vous puissiez reprendre légalement le local. Donc ça peut être fait en période hivernale, si le locataire est déjà relogé. Et s'il ne l'est pas d'expulsion pendant cette période, tout recommence à compter du 1er avril. Voilà. Que se passe-t-il quand un huissier arrive dans un local, le locataire est parti par exemple, mais qu'il y a beaucoup de mobilier? C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. La loi a changé là-dessus. Elle s'est un peu assouplie. Le délai s'est rallongé, lui par contre, parce que forcément, c'est toujours dans le bon sens, mais elle s'est un peu assouplie. Donc, soit l'huissier va changer les serrures, inventorier ce qu'il y a dans l'appartement ou la maison et le laisser sur place. Je vais vous expliquer après quelle sera la conséquence de ça. Soit l'huissier va faire différemment, avec votre autorisation bien évidemment, il va requérir un déménageur, prendre toutes les affaires et les mettre dans un local qui soit sera le vôtre, à une autre adresse, soit sera un garde-meuble. Toujours techniquement et théoriquement aux frais du locataire. On sait tous que en la matière, c'est plus théorique qu'autre chose parce que le locataire ne paye déjà pas ses loyers, ne vous a pas payé souvent, très souvent, les frais de justice. Il ne va pas en plus vous payer le déménageur. Bon.
Mais le fait est que théoriquement, c'est à sa charge. Et on verra aussi après que si ça ne permet pas un recouvrement tout de suite, une décision de justice étant valable 10 ans minimum, parce que la prescription peut être reconduite, certains peuvent avoir des surprises avec des propriétaires qui n'oublient pas et ressortent quelques années après les anciennes décisions de justice. Et quand le locataire revient à meilleure fortune, il peut avoir quelques surprises. Voilà. Le fait est que s'il y a des affaires dans le logement, on peut soit les enlever, soit les laisser sur place. Beaucoup de propriétaires les laissent sur place maintenant, parce qu'ils se disent les frais de garde-meuble, les frais de déménageur, c'est beaucoup de frais. On préfère continuer à faire encore quelques loyers, mais laisser les biens sur place. Par contre, combien de temps ces biens restent-ils sur place? Ça, c'est le changement dont je vous parlais tout à l'heure. La loi a changé en la matière parce que, je ne vais pas vous faire parler de l'ancien régime en question, maintenant, le locataire a 2 mois pour récupérer ses affaires. Un délai de 2 mois. Passé ce délai de 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Soit les biens ont une valeur marchande constatée par l'huissier dans son procès verbal d'expulsion, soit ils n'en ont pas. S'ils en ont une, les biens sont enlevés du logement et vendus aux enchères pour payer la dette. Et s'il reste un surplus, la somme est versée au locataire. Personnellement, des biens qui avaient vraiment de la valeur, qui permettaient une vente aux enchères avec un surplus pour le locataire, j'en ai jamais vu. Des biens qui permettaient, c'est vrai, des biens qui permettaient une vente, c'est très rare, mais il y en a eu. C'est pas souvent. Il faut mettre en adéquation l'enlèvement du mobilier, le déplacement du mobilier qui n'est pas gratuit, les frais d'un éventuel commissaire-priseur, par un commissaire-priseur, etc., etc. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, même si le mobilier a un peu de valeur, il n'en a pas une suffisante pour qu'on puisse mettre en œuvre une vente judiciaire. Donc, à travers cette formule-là, on décrète finalement, l'huissier décrète finalement de sa propre autorité que le mobilier n'a pas de valeur, par du temps. Au bout d'un délai de 2 mois, eh bien, si le locataire n'est pas revenu récupérer ses affaires et qu'elles n'ont pas de valeur, vous pouvez les prendre et les jeter. Avant, il y avait une décision de justice qui était nécessaire. Et là, la loi a vraiment été simplifiée. J'insiste parce que c'est un des rares cas où il y a une vraie simplification. Maintenant, passé ce délai de 2 mois, le propriétaire peut faire son affaire du mobilier en question, bien évidemment souvent à ses frais, voilà, mais il est jeté. C'est possible. Bien évidemment, si l'huissier a précisé dans son procès verbal que ces biens n'avaient pas de valeur marchande et que, donc en conséquence, aucune vente judiciaire n'était envisageable. Voilà. Une fois ce délai passé, l'huissier vous restitue donc les clés du logement, vous faites votre affaire du mobilier et vous avez récupéré votre logement. En moyenne, il s'est écoulé entre 1 an et 1 an et demi. Bon, ça, je vous le répète, ni l'avocat ni l'huissier ne sont responsables des délais légaux. Je le sais parce que j'ai eu parfois affaire, et je peux tout à fait comprendre, attention, à certains accès d'humeur de propriétaires qui, révoltés par ça, et qui ont tendance à penser qu'on était législateur. Alors non, pas du tout. Si c'était le cas, je pense que les procédures seraient plus rapides. Voilà. Mais malheureusement, il y a une inflation des délais qui est colossale en matière d'expulsion depuis des années. Les lois se superposent les unes aux autres pour modifier la loi de 89, et très rarement dans le sens du propriétaire. Ça, je n'ai pas à vous le dire, vous le saviez déjà. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un... Je vous explique après quelles sont les suites de dossier, mais je voudrais vous parler rapidement d'une procédure qui est la procédure de reprise des lieux. Je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est une procédure qui est très utile quand votre locataire a quitté les lieux mais vous a pas remis les clés, ce qui arrive souvent. Bien évidemment, il est interdit dans ces cas-là de récupérer soi-même le logement. Je ne veux pas savoir ce que vous feriez, c'est pas le problème, je ne suis pas là pour vous faire un cours de morale, et je comprends que certains d'entre vous disent j'en ai assez, je reprends le logement, il est parti, j'en suis sûr, je reprends le logement, je mets tout à la poubelle, on n'en parle plus. Faites ce que vous voulez, mais c'est strictement interdit. Et si le locataire revient, parce qu'il a très bien pu partir chez des amis pendant plusieurs mois, ou chez une autre, une nouvelle amie, j'en sais rien, bref, ça ne se déroule pas comme prévu, il revient sur place et qu'il trouve un logement en loué à quelqu'un d'autre, il est tout à fait en droit de vous assigner en correctionnel, en violation de domicile, etc., etc. Et là, je pense que vous allez vous en souvenir. Donc, faites ce que vous voulez, mais c'est d'abord risques et périls. En revanche, le législateur s'est rendu compte que ce cas se multipliait de plus en plus. Les gens qui partent à ce qu'on appelle à la cloche de bois, cette fameuse expression.
Si vous vous apercevez de ça rapidement, il y a une procédure qui a été consacrée par la loi Béteille il y a maintenant un certain temps, qui est une procédure beaucoup plus courte. Je n'ai pas dit qu'elle était courte, elle est beaucoup plus courte, puisque hors Covid, en 6 mois, on arrive à tout faire. Et pour récupérer le logement. C'est long. C'est long, c'est très long, mais c'est un tiers de la durée d'une procédure, du délai moyen, de la durée moyenne, pardon, d'une procédure d'expulsion. Donc c'est quand même mieux. Voilà, on peut dire que c'est bien, mais c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si vous avez des éléments objectifs permettant de constater que le locataire est parti, compteur d'électricité qui ne tourne plus, pas d'électricité, compteur d'eau, parce qu'en général, les compteurs d'électricité sont à l'intérieur. Les voisins, souvent bien intentionnés, peuvent vous renseigner. Les voisins donc disent qu'il n'a pas vu depuis des mois, le courrier qui s'amoncelle dans la boîte aux lettres, le nom qui a été enlevé, vous regardez tout simplement par la fenêtre et vous voyez que c'est vide, ou qu'il n'y a plus personne qui vient. Dans ces cas-là, l'huissier peut faire ce que l'on appelle une sommation au locataire de justifier de l'occupation du logement. C'est une sommation qui est signifiée à la dernière adresse connue du locataire, en général votre logement, et qui dit au locataire, voilà, vous avez 1 mois pour justifier du fait que vous êtes toujours bien sur place. En général, réponse immédiate de votre part dans ces cas-là, s'il est parti, il ne risque pas de vous répondre. Bah, tant mieux, c'est justement ce qu'on cherche. Et si, passé ce délai d'1 mois, le locataire ne s'est pas manifesté en disant, hop, je suis parti pendant un certain temps, mais je suis revenu, je suis bien locataire, là, dans ces cas-là, on partira sur la fameuse procédure que je vous ai décrite précédemment, eh bien, un huissier de justice pourra rentrer dans les lieux, une fois le délai d'1 mois écoulé, avec témoins et serruriers, pour constater l'abandon du logement. Abandon, c'est quoi? C'est pas forcément un logement vide, c'est un logement qui a été quitté par le locataire. La loi fait vraiment confiance une confiance réelle dans l'huissier de justice dans ces cas-là, puisque c'est du constat qui va être fait que dépendra la suite de la procédure. On peut rentrer, et ça c'est l'expérience, c'est des dossiers vécus, dans un logement plein à craquer. Mais on s'aperçoit que le locataire a quitté les lieux. On interroge les voisins, on voit le courrier de la boîte aux lettres, la nourriture a pourri dans le réfrigérateur, je vais y arriver, la nourriture a pourri dans les placards, les toilettes se vident, au bout d'un certain temps, ça sèche. Bref, tous ces éléments, qui sont des petits détails, mais qui sont des éléments que l'huissier relève, sont indiqués dans un constat qui, entre autres, liste le mobilier qui se trouverait éventuellement sur place. S'il n'y a pas de mobilier, on n'en parle plus, mais s'il y a du mobilier, il est listé, l'huissier déclare qu'il a ou non une valeur marchande, et que se passe-t-il après? En vertu de ce constat, l'huissier dépose une requête devant le tribunal judiciaire, auprès du juge des contentieux de la protection, en disant « Monsieur, Madame le juge, on a fait une sommation avec des éléments objectifs. Cette sommation n'a pas eu de réponse, on est rentré dans les lieux, on a constaté l'abandon du logement, je vous le répète, pas forcément un logement vide, logement abandonné, bien souvent il y a des affaires qui restent. On vous demande de nous rendre une ordonnance qui permettra de reprendre les lieux. On n'est pas dans le cadre d'une assignation, on n'est pas dans le cadre d'une procédure où les parties doivent aller devant le tribunal. Vous ne vous déplacerez pas, votre avocat, politique, ne se déplacera pas, l'huissier ne se déplacera pas, et le locataire ne sera pas convoqué. Le juge, lui, va tout simplement voir les pièces et, 99% du temps, rendre une ordonnance qui permet la reprise des lieux, qui permet soit la vente aux enchères du mobilier s'il a de la valeur, soit sa destruction s'il n'en a pas, d'où l'intérêt d'avoir un constat bien blindé avant, bien carré, très précis, et qui pourra condamner le locataire, la plupart du temps, aux sommes qui sont dues dans des dossiers, c'est-à-dire les loyers impayés, puisque évidemment des loyers encourus, et parfois, pour certains juges, mais c'est de plus en plus rare, une indemnité d'occupation jusqu'au jour de la reprise des lieux. C'est plus rare, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail. L'huissier, une fois qu'il a cette ordonnance, doit impérativement la signifier au locataire, à sa dernière adresse connue aussi, ou à sa nouvelle adresse s'il l'a, parce qu'on peut avoir cette nouvelle adresse du locataire. Et une fois qu'un délai d'1 mois, encore un nouveau délai, est passé, là, l'huissier arrive sur place, change les serrures, vous donne les clés, et vous reprenez votre logement. Délai moyen, je vous le redis, 6 mois, hors Covid, parce que hors Covid, c'est enfin bref, c'est plus les mêmes délais, le temps passe différemment dans ces cas.
Donc, surtout, soyez très, 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 très vigilants à un éventuel départ de votre locataire. Ce n'est pas un cas d'école, ça arrive très, très régulièrement. Et malheureusement, parfois, des propriétaires qui habitent assez loin du lieu du logement, ou qui ont un peu peur, ou ne s'intéressent pas forcément à la chose, partent sur une procédure d'expulsion qui fonctionnera très bien, hein, c'est sûr, mais qui durera longtemps, très longtemps. Voilà. Tandis que si vous avez cette info, vous pouvez réduire le délai environ par 3, les frais de justice de façon considérable, et récupérer votre logement pour pouvoir le relouer au plus vite. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire concernant la procédure d'expulsion. Les conséquences de la procédure d'expulsion, quelles sont-elles? L'expulsion proprement dite, on est d'accord. Mais ça, c'est le volet récupération du logement. En revanche, il y a aussi un autre volet, parce que cette décision de justice a plusieurs, ce qu'on appelle dispositifs, c'est-à-dire qu'elle condamne certes, elle prononce certes l'expulsion, mais elle condamne aussi le locataire à vous payer ce qu'il vous doit. Donc là, entrent en jeu les fameuses voies d'exécution, c'est-à-dire les procédures d'exécution, potentiellement, parce que ça n'a rien d'obligatoire, mises en place par un huissier de justice, dont vous avez la maîtrise, vous sachiez, vous n'êtes pas obligé de laisser carte blanche à l'huissier de tout faire, dont vous avez la maîtrise pour essayer de récupérer ce qu'il vous doit. Alors là, je vous dois une certaine franchise, c'est pas souvent qu'on récupère les loyers. Désolé pour certains d'entre vous qui blêmissent, mais je suis désolé, c'est pas souvent qu'on récupère les loyers. 20-30% du temps, on arrive à récupérer quelque chose, pas plus. Ça, c'est mon expérience personnelle. Peut-être que d'autres huissiers ont de la chance et font 80-90% de taux de recouvrement, je ne crois pas une seconde. En général, quand votre locataire ne vous paye pas le loyer, c'est soit qu'il est vraiment dans une situation de précarité importante, soit qu'il a organisé son insolvabilité. Ça, c'est pas compliqué. Je n'apprendrai pas comment, parce qu'il y a une caméra qui me regarde, mais c'est très très simple. Donc, sachez que le taux de recouvrement, il est assez bas. En revanche, il est assez bas parce que le locataire est souvent insolvable, situation qui n'est pas vouée à durer toute sa vie. Et une décision de justice est valable 10 ans. Donc, une fois que vous avez cette décision de justice, déjà, il y a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la tête du mauvais payeur pendant une dizaine d'années, délai qui peut tout à fait être reconduit par ce qu'on appelle des actes interruptifs de prescription, c'est-à-dire un acte qui fait repartir le délai, pour être plus simple, pendant 10 ans encore. En gros, il y en a pour un certain temps. Si vous êtes un propriétaire vigilant ou curieux ou tout simplement qui ne lâche rien, il y en a parmi vous peut-être, moi j'ai eu l'expérience à plusieurs reprises, des propriétaires qui m'envoient régulièrement, tous les 2-3 ans, le même dossier à retenter. Parfois ça marche, pas tout le temps, pour être honnête, mais parfois ça marche. Et là, bien évidemment, les loyers sont payés, les frais aussi qui étaient à la charge du locataire que le propriétaire a avancé sont payés. Vous allez peut-être me poser la question tout à l'heure, donc il faut que je sois transparent avec vous, quel est le coût d'une procédure d'expulsion? On a parlé du délai, enfin de la longueur maximum d'une procédure d'expulsion, quel est le coût? Je ne peux pas vous répondre avec précision parce que ça dépend quand est-ce qu'elle se termine. Mais mettons le cas où elle se termine par l'expulsion, justement, ce qui n'est pas forcément dans tous les cas. Parce qu'il y a plein de dossiers où il y a un certain nombre d'événements qui se passent avant, qui font que la procédure est court-circuitée. Le locataire vient voir le propriétaire, lui remet les clés, par un huissier lui remet les clés, que sais-je, enfin bref, s'en va, on arrive à récupérer le logement autrement, enfin bref. Si jamais vous devez pousser la procédure à son terme, le coût moyen, si vous mettez huissier, frais d'huissier, parce qu'ils sont nombreux, en vertu de toutes les petites, les petites phases de la procédure dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus le coût de l'avocat, vous pouvez vous en tirer pour environ 1 500 €. À peu près 1 500 €. Ça peut être plus parfois, mais là, il faut être vigilant quand même, parce que quand ça dépasse ces sommes-là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas forcément. Bon, ça peut arriver. Il y a peut-être une raison. Dans ces cas-là, interrogez l'huissier et l'avocat que vous avez mandaté. L'avocat, en général, c'est simple, parce que vous savez les honoraires que vous lui avez payés, il y a une facture. En l'huissier, c'est différent. Il y a tout ce fameux chaînage qui fait que tous les actes arrivent les uns après les autres, se facturent les uns après les autres, forcément, et font monter la somme. Mais ce sont des actes nécessaires, des actes qu'on ne peut pas ne pas faire, sinon il n'y a pas de procédure d'expulsion. Voilà. Mais sachez qu'en général, hors frais de déménageur, ce qui est de plus en plus rare, le coût d'une procédure d'expulsion
est d'environ 1 500 €, hors bien évidemment loyer perdu, et ça, parfois aussi se rajoutent des frais de serrurier, souvent d'ailleurs. Certains d'entre vous me disent, bah oui, mais nous, on voudrait bien changer la serrure le jour même. C'est très délicat. Normalement, c'est interdit puisque le propriétaire ne doit pas être présent pendant la régularisation de l'expulsion. Parfois, on peut s'arranger, mais c'est quand même des cas un peu compliqués. Donc, rajouter en général 150 à 200 € de serrurier pour sécuriser l'ensemble. Parce que si jamais l'huissier fait le procès d'expulsion mais ne change pas les serrures, et beaucoup de propriétaires demandent à ce qu'on ne change pas les serrures, ce qui est une erreur monumentale. Dans ces cas-là, le locataire peut tout à fait revenir devant le lendemain matin et réintégrer les lieux. Puisqu'on parle d'expulsion, on parle de réintégration. C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, mais expulsion faite, parfois le locataire revient. J'ai eu le cas plusieurs fois où il a fallu expulser la même personne 3 ou 4 fois de suite. Bien évidemment, soyez rassurés, c'est un cas extrêmement rare, premièrement, et deuxièmement, vous n'êtes pas obligé de reprendre la procédure entièrement depuis le début. Sinon, je pense qu'il y aurait des drames, des faits divers plus régulièrement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas besoin de requérir à nouveau la force publique, on appelle la police, qui vient, à une phase à nouveau avec la préfecture, etc. Et on recommence l'expulsion. Et il revient. Et on rappelle la police, et on recommence. Moi, dans le cas qui était le mien, il rentrait par un skydome. On avait changé les serrures, on avait tout fait, on n'avait pas pensé à verrouiller le skydome, et il est passé par le toit et il est rentré à chaque fois par là. Voilà. Bon, c'est un cas un peu d'école, hein, c'est rarissime, j'ai vu ça une fois, mais ça arrive. Donc pas d'inquiétude dans ces cas-là, l'expulsion peut être refaite tout de suite. Malheureusement, les frais de justice augmentent à chaque fois, parce que c'est un travail très important. Voilà. Je voudrais aborder une dernière chose avec vous, parce que c'est un cas, Raya, vous allez poser la question. Qu'est-ce qui se passe quand le locataire est en surendettement? Ça, c'est automatique et ça arrive de plus en plus souvent. Et la loi a changé, encore une fois. Je vais essayer de faire simple. Si j'y arrive pas, vous m'interrompez et vous me dites que c'est trop obscur ou trop rapide. Qu'est-ce qu'une procédure de surendettement? Une procédure de surendettement, c'est une procédure que le locataire met en place, le débiteur en général, là, en l'occurrence notre locataire, met en place auprès de la Banque de France. Il a trop de dettes, n'arrive pas à les régler, demande la médiation de la Banque de France pour intervenir auprès de ses créanciers et essayer de trouver une solution. Tout ça commence par un dépôt de dossier auprès de la Banque de France qui va examiner le dossier et avant même de se prononcer, rendre 90% du temps une décision de recevabilité. C'est-à-dire que la Banque de France va dire, voilà, monsieur ou madame Intel, votre locataire, votre demande est recevable. On va l'étudier, on va décider ultérieurement, mais elle est recevable. Techniquement, cette décision-là empêche toute procédure judiciaire, sauf, bien évidemment, l'expulsion proprement dite. Je fais court, hein. Franchement, je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Si elle intervient avant que vous fassiez un commandement de payer, ce n'est pas grave. Vous ferez un commandement de payer pour les loyers qui ont couru après la décision de recevabilité. Ce qui est grave, c'est si elle intervient pendant le délai de 2 mois. Vous faites un commandement de payer à votre locataire, il y a un délai de 2 mois qui court. S'il y a une décision de recevabilité qui arrive là, ça bloque. Donc c'est problématique. Si elle arrive après, la clause résolutoire, la fameuse clause dont je vous ai parlé dans le bail, à jouer, le juge sera obligé, normalement, quelques exceptions on va voir aussi, de prononcer l'expulsion. Bref. En revanche, que se passe-t-il? Et c'est ça la nouveauté de la loi Elan, qui n'est pas forcément une loi récente, hein, puisqu'elle a 2 ans, 3 ans, je crois, on ne voit pas le temps passer, mais il y a quand même eu un changement, c'est que quand votre affaire va arriver devant le tribunal, je fais un petit retour en arrière, le locataire ne vous paye pas, vous faites un commandement de payer, 2 mois se passent, il ne vous règle toujours pas la totalité, vous assignez votre locataire, l'audience arrive. L'audience, c'est le moment où le juge va gérer traiter votre affaire et se prononcer sur votre affaire devant le tribunal. Soit il constate le jeu de la clause et on part sur l'expulsion, soit il accorde des délais de paiement, et surtout, si votre locataire est déjà en surendettement, bénéficie déjà d'une procédure de surendettement, et que votre locataire a repris le paiement de ses loyers, là, il peut y avoir un problème. Le juge va suspendre la procédure d'expulsion
dans l'attente que soit un plan conventionnel soit signé auprès de la Banque de France, c'est-à-dire un plan qui est en accord avec le créancier et la Banque de France. Le plan conventionnel, c'est quoi? C'est mon locataire me doit 3 500 € de loyer, j'accepte 50 € par mois et je le signe. En gros, c'est ça. Soit il n'y a pas d'accord avec le possible avec les créanciers et la Banque de France va imposer un plan, c'est tout à fait dans ses facultés. Soit le locataire est totalement insolvable, il n'y a rien à espérer, et là, elle va prendre une décision de rétablissement personnel, c'est-à-dire une sorte de liquidation judiciaire des particuliers. C'est un terme, pardonnerai Maître Vidal de faire des courts-circuits très rapides, mais c'est une sorte de procédure qui s'applique à un particulier. On va voir quel est son patrimoine, on va voir quelles sont ses dettes, on va voir si la banque de l'un permet de régler l'autre. Bien souvent, non. Et les dettes sont effacées. Ça, en général, ça fait toujours au propriétaire. Que se passe-t-il? Donc, si un plan conventionnel a été approuvé ou que des mesures ont été imposées par la Banque de France, traduit, vous avez eu une liaison avec la Banque de France, vous avez donné votre accord pour tant par mois, ou ça n'a pas abouti, et la Banque de France a imposé un délai. Eh bien, pendant que ce délai court, pas d'expulsion. Je revérifie juste un petit peu sur le point. Voilà, c'est ça. En revanche, si le juge a décidé qu'il y avait rétablissement personnel, c'est-à-dire que vous avez un locataire qui n'est pas en mesure de régler son passif et qu'il s'avère très peu solvable en raison d'une surface de possession mobilière, le minimum, de très peu de revenus, etc., il y a effacement des dettes. Mais vu que le locataire a repris le paiement de ses loyers, ça c'est la condition, je le redis, au jour de l'audience, le juge va suspendre les effets de la clause pendant 2 ans. Effacement du passif, suspension de la clause résolutoire, et le locataire qui paye sa dette, qui paye ses loyers en cours, pas le passif, je répète, les loyers en cours, peut rester. Le jeu de la clause résolutoire est suspendu pendant 2 ans. Si au bout de 2 ans, il continue à payer ses loyers, c'est fini, il reste. Si en revanche, il y a une interruption de paiement pendant ce délai de 2 ans, là, le jeu de la clause reprend. Traduction, vous pouvez recommencer la procédure d'expulsion. Donc votre locataire est très protégé par une procédure de surendettement, plus particulièrement s'il y a une orientation vers le rétablissement personnel, c'est-à-dire un locataire très peu solvable, mais qui, et je le répète, ça c'est la condition, ne soyez pas affolés par ce que je viens de vous dire, paye son loyer et ses charges courantes. Si bien évidemment il ne les paye pas, tout ce que je viens de vous dire n'a pas lieu d'être, l'expulsion peut avoir lieu. Donc pas d'affolement sur le sujet, mais un locataire qui reprend les paiements au jour de l'audience va avoir un traitement très favorable s'il est en surendettement de par la loi. Voilà, j'ai essayé d'être peut-être un peu exhaustif. J'espère que je vous ai appris certaines choses sur la procédure en question. Je ne sais pas quel temps est passé, environ 1 heure. Si vous avez des questions, je vais me faire un plaisir d'essayer d'y répondre. Monsieur. Ouais. Je suis arrivé un petit peu en retard. Je vous en prie, pas de problème. La présence d'un garant, ça sert à quoi? Alors le garant, c'est une personne qui, en général, est caution, souvent caution solidaire de votre locataire. Son rôle est bien évidemment de payer les loyers à la place du locataire. Et quand une procédure d'expulsion est mise en place, quand un commandement de payer les loyers est fait au locataire, ce commandement, et quand l'assignation est livrée, c'est-à-dire quand on assigne le locataire en expulsion et en condamnation du paiement des loyers et des charges, la caution, elle aussi, est assignée. C'est-à-dire que vous avez 2 débiteurs au lieu d'un. Voilà. Donc le rôle de la caution est bel et bien de payer les loyers à la place du locataire. Après, vous avez peut-être eu cette expérience que souvent les gens se portent caution en signant tout de suite. Ils reproduisaient avant les fameux paragraphes qu'ils ne lisaient pas, mais on les voit apparemment. Maintenant, ils signent juste le document, mais quoi qu'il en soit, ils ne se rendent pas compte de l'enjeu de leur engagement.
1er janvier et réécrire un petit peu. Et réécrire une partie, oui, une partie. Mais moi qui reçois souvent, on vous dit, ah bah oui, mais je ne savais pas que ça m'engageait à payer. Ah non, c'était pas juste pour avoir le plaisir d'avoir la signature de la personne en question, mais c'est bien qu'elle ait caution solidaire. Solidaire veut dire qu'elle est tenue du paiement des loyers, des charges, des indemnités d'occupation et bien évidemment des frais de justice, jusqu'au parfait paiement. Donc, il se substitue au locataire. Totalement, oui. Bon, alors, vous verrez tout à l'heure, on a un cas tous les deux. Oui. Où, a priori, ça n'a pas abouti. Et en parlant de cette affaire, alors, notre cas, on le verra après pour pas. Voilà, mais ça veut dire que le garant, il n'a rien fait. Alors, votre cas, on en parlera, il est très très particulier. Votre cas, c'est que le locataire a pratiquement tout payé, donc on ne peut plus l'assigner parce qu'il n'y a pratiquement plus de dette. Il a tout payé, mais il en reste pas moins vrai que il a payé c'était avant, et c'est tout d'Afrique. Oui. Les loyers qui sont en cours, eux, ne sont pas payés. Alors là, vous soulevez un point intéressant. Comment vous dire ça? C'est très bien ce que vous dites, parce que moi, je n'ai pas abordé ça tout à l'heure. Quand vous allez voir l'huissier de justice pour faire un commandement de payer les loyers, vous avez un décompte ventilé, c'est-à-dire un décompte précis mois par mois, loyer et charges. Bien. L'huissier de justice va signifier au locataire un commandement de payer cette somme-là pendant le délai de 2 mois. Voilà. Si le locataire a réglé l'intégralité de la somme pendant ce fameux délai de 2 mois, voilà, la clause résolutoire ne joue pas. Et pendant ce temps-là, alors, pendant ce temps-là, certains locataires payent aussi le loyer courant, mais d'autres ne le payent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Le locataire vous paye la dette ancienne, mais en ne vous payant pas les loyers courants. Or, tous les loyers qui courent tous les mois après le commandement, ben, forcément, ils ne sont pas pris en compte dans le et du coup, ça décale souvent le paiement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il n'y a pas de solution miracle. Vous refaites un nouveau commandement après pour le locataire qui va réitérer. Au bout de 2-3 fois, qu'est-ce que vous avez le droit de faire quand même? Vous avez tout à fait le droit de lui donner congé pour motif légitime et sérieux, c'est-à-dire de dire mon locataire se comporte mal, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ses obligations, j'en suis à 2, 3, 4, 10 commandements, 10 c'est trop, et 2 ou 3 commandements de payer les loyers, il est coutumier de la payer, il fonctionne comme ça, je demande à récupérer le logement, donc vous lui signifiez un congé en bonne et due forme, sauf que le congé est donné au moins 6 mois avant la fin du bail, si vous êtes en début de bail, il faudra être patient. Voilà. Mais ça peut vous permettre de donner congé à votre locataire pour motif légitime et sérieux. Ouais, voilà. Mais bon, ça c'est un autre point. Sachant que, qu'est-ce que je vous disais? Vous parliez tout à l'heure de caution solidaire. La caution solidaire, elle se substitue au paiement du locataire, donc c'est très intéressant si elle est solvable, tout simplement. Et si elle ne l'est pas, il est solvable. On en parlera tout à l'heure. Oui, mais ça n'empêche pas. Mais encore faut-il qu'il y ait une dette. Et cette dette, si... Monsieur Rat, je pense que c'est vous. Oui, j'ai un peu d'oreille. On en parlera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur. Oui, de l'efficacité des assurances de faux paiement. Alors, par définition, je ne peux pas vous répondre parce que, enfin, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas d'éléments, puisqu'en général, quand le dossier arrive chez moi, c'est qu'il n'y a pas forcément. Moi, je ne travaille pas avec des sociétés d'assurance de loyer impayé. Donc, je ne sais pas, mais en général, la société d'assurance, elle va payer, Delphine m'arrête si je me trompe, elle va payer le loyer, et elle est donc subrogée dans les droits du propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a un transfert en fait qui se fait juridiquement, et c'est elle qui agit après en couvrement des loyers impayés, tout simplement. Voilà. Donc l'efficacité, je pense qu'elle est là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais déjà, ça dépend de quelle assurance. Vous avez la garantie loyer impayé où vous payez une cotisation d'assurance. Ou sinon, vous avez aussi la garantie visale où là, c'est gratuit. Donc déjà, il y a 2 types de couverture. Et dans les 2 cas, effectivement, c'est eux qui se chargent du contentieux. Normalement, c'est ça le principe de l'assurance. Vous êtes payé et eux se chargent du contentieux après, suite à cette subrogation légale. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils payent à votre place, vous êtes désintéressé, pas de problème, vous avez le loyer qui tombe, et eux se chargent de la procédure après. Parce que leur intérêt n'est pas de payer pendant X temps. Leur intérêt est de retrouver leur argent. Donc, je voulais savoir s'il y avait vraiment une efficacité pratiquement. Alors, nous, en tous les cas, certainement un certain nombre d'entre vous dans la salle, la garantie visale, on peut véritablement vous inciter, la garantie visale, je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas.
Non? Tout le monde entend bien ou pas? La garantie Visale, en fait, c'est la garantie qui est financée par Action Logement, les cotisations patronales, anciennement le 1% logement. Donc c'est une cotisation qui est gratuite, qui est entièrement dématérialisée. C'est-à-dire que le locataire qui est éligible à la garantie Visale, au moment de la prospection, va se rendre sur le site internet de Visale, va faire un dossier pour obtenir son visa. Son visa, en fait, va signifier qu'il est éligible à cette garantie. Il y a un numéro unique qui est indiqué dessus et le plafond pour lequel Visale accepte de se porter caution auprès de n'importe quel propriétaire pour ce locataire. Donc la personne qui prospecte auprès de vous vous remet ce visa. À votre tour, lorsque vous décidez de choisir ce locataire, vous allez sur Internet, vous souscrivez cette garantie Visale d'insulte, encore une fois, qui est gratuite. Et Visale, si vous avez un impayé, comme dans toute assurance, après vous avez des procédures à respecter, des démarches à faire, relance, recommander, etc. Elle va vous indemniser à hauteur du loyer et donc se charger, comme je disais juste avant, des démarches de recouvrement et de contentieux. Et donc, pour ce qui est de Visale, où l'UNPI est en partenariat avec Visale, et on a pu faire des réunions sur cette thématique-là, c'est quelque chose qui marche très bien. On a une référente régionale Visale dans le secteur, et c'est vraiment quelque chose... Vraiment, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que c'est gratuit. Pour une fois, il y a quelque chose qui est gratuit et qui marche très bien. Après, les assurances loyers impayés auprès des compagnies d'assurance, il faut bien regarder, comme tout contrat d'assurance, les conditions pour lesquelles vous êtes couvert. Il peut y avoir des délais de carence, il peut y avoir des franchises, il peut y avoir des délais, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc après, ça, il faut étudier votre contrat. Nous, en tous les cas, pour ce qui est de la garantie loyer impayé, on a également un partenariat avec un cabinet d'assurance qui est le cabinet Pathé Assurance depuis de très longues années. Et là, vous avez, pour ce qui est de ce partenaire-là, vous avez une cotisation de mémoire qui doit être aux alentours de 2,6 ou 2,7% de vos loyers, charges comprises. Et cette cotisation d'assurance est déductible de vos revenus fonciers. Et c'est vrai qu'en pratique, on s'aperçoit que finalement, si on veut véritablement sécuriser, peut-être que tout cela, c'est le coût de la tranquillité, à la différence du garant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que des fois, prendre une assurance soit au Visale, des fois, ça peut, notamment dans des cas, si vous n'avez pas derrière une procédure, une protection juridique qui vous couvre des frais, parce qu'on l'a vu, c'est élevé. Après, voilà, c'est une question de choix, mais bon, en tous les cas, on a de plus en plus de nos adhérents qui se dirigent plutôt vers ce système-là, plutôt que le garant personne physique, pour plein de raisons aussi, parce que économiquement, le garant, il peut aussi ne plus être solvable. On a des cas aussi où des fois le garant, il décède. Donc voilà. Vous pouvez pas obtenir là, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas malgré ça? Moi, je n'ai pas tout recommencé depuis le départ, par contre. Mais par contre, la garantie Visale, elle a des conditions. Elle est valable durant toute la durée du contrat de location. Ah oui, pour les personnes éligibles, c'est ça. Pour les personnes éligibles. Alors, d'office, toutes les personnes qui ont moins de 30 ans sont éligibles. Et pour les personnes qui ont plus de 30 ans, vous en avez quand même un certain nombre qui sont éligibles désormais depuis l'été dernier. Vous avez également toutes les personnes de plus de 30 ans qui gagnent moins de 1 500 € qui sont également éligibles à Visale. Vous avez également les personnes qui sont en changement de situation professionnelle, donc c'est-à-dire CDI non confirmé, ou une mutation. Et point extrêmement important, quand vous avez des couples non mariés ou des colocataires, il suffit qu'une seule de ces personnes soit éligible à Visale pour que l'ensemble du foyer ou des colocataires en bénéficient. Par contre, il faut bien que la demande de visa soit faite avec les deux noms de spécifiés dessus. Et point extrêmement important, parce qu'on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, faites bien attention. Le Visale accepte de se porter caution, c'est jusqu'à 50% des revenus de la personne. Donc, si Visale accepte de se porter caution pour 600, que votre loyer est de 650, ne faites pas comme une adhérente qui a voulu prendre Visale à hauteur de 600 et prendre pour le complément un garant. C'est interdit. C'est interdit. Visale, c'est que Visale et pas de garant personne physique. Donc, oui.
Voilà, oui, mais bon, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, donc j'insiste bien. Et quand même, ça fait quand même un bon grand nombre de personnes de plus en plus qui sont éligibles. Alors après, ce sont deux systèmes justement complémentaires, hein, Visal et la garantie loyer impayé, parce que effectivement, des personnes qui peuvent être, par exemple, en place en CDI depuis très longtemps et avec une bonne situation, effectivement, ne vont pas être éligibles à Visal, certes. Donc là, effectivement, ça va être la GL. Mais il y a quand même beaucoup plus de personnes maintenant. Par contre, les personnes qui sont exclues sont les personnes du public, puisque le public, en fait, il n'y a pas au niveau des cotisations patronales, il n'y a pas de cotisation, c'est pour ça. Voilà. Mais le secteur agricole fonctionne également. Donc, non, il y a quand même. Les étudiants fonctionnent également, les alternants, les apprentis, tout ça, ça passe. La durée de garantie. Durant tout le temps de présence des locataires. Non. Ça, c'était du temps de la garantie Locapass qui avait existé par le passé. Non, c'est durant tout le. Mais de toute façon, leur intérêt, c'est pas de vous indemniser pendant 3 ans. On est bien d'accord. Je voulais vous dire quelque chose et du coup, ça m'est sorti de la tête. Oui, et ça m'est souvent, la question m'est souvent posée, la condition d'âge au moment de la souscription de la garantie. Peu importe, hein, si le locataire, après, à son entrée dans les lieux, il a 30 ans et que vous avez l'impayé qui se produit à 38 ans, peu importe, c'était son âge à l'entrée dans les lieux, la garantie perdure toujours. Est-ce que c'est clair? Vous aviez des questions, madame? Oui, quand on veut donner congé à un locataire et qu'il prétend qu'il a plus de 65 ans, on ne parle pas d'employé. J'ai pas entendu la fin de votre phrase, pardon. On ne peut pas le renvoyer. Un locataire qui a plus de 65 ans, on ne peut pas lui donner congé. Si, vous pouvez lui donner congé, mais vous devez le reloger dans ces cas-là. Vous devez le reloger dans ces cas-là. Il y a des obligations de relogement. Vous pouvez lui donner congé. Alors là, on sort un peu du cadre de la thématique de la soirée, mais oui, c'est effectivement. Oui. Oui. Sauf si vous avez un âge qui est au-delà d'une certaine. Je crois que c'est 65. C'est 65, c'est soit 65 ou. Oui, ou les revenus. Voilà. Ouais. Alors que le locataire, c'est. Si vous avez plus de 65 ans, vous n'avez pas cette obligation de relogement. Le locataire, il doit avoir les deux, lui, par contre. Il doit être et âgé et les ressources. Alors que le bailleur, c'est. Donc ça, il faut vérifier, mais oui, mais effectivement, il y a ce problème, mais ce n'est pas un problème insurmontable. Alors attention, un locataire auquel vous ne pouvez pas donner congé parce que vous trouvez des conditions trop restrictives et qui dit qu'elle ne vous paiera plus son loyer, reste expulsable. Comme c'est pas elle de voir, c'est pas elle qui décide. Là, il y a un cas intéressant. Je résume. Votre locataire, vous vouliez lui donner congé, mais elle ne veut pas partir, et puis vous n'êtes pas dans les conditions, OK. Et elle vous dit qu'elle va mettre des loyers sur un compte de la Caisse des dépôts. Très bien. Alors, premièrement, le locataire qui ne paye pas son loyer, c'est-à-dire de sa poche vers celle du propriétaire, pas vers celle du tiers, on est d'accord, est expulsable. Il y a une clause résolutoire dans votre bail, et de toute façon, même s'il n'y a pas de clause résolutoire dans votre bail, il est expulsable quand même. Le paiement du loyer est une obligation. Il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'un locataire peut se dispenser du paiement des loyers. En revanche, dans certains cas, comme par exemple un problème de logement décent, des choses comme ça, le locataire peut parfois se voir autorisé, là, il faut qu'il y ait une décision de justice, à payer ce qu'il doit, non pas entre les mains du propriétaire, mais entre les mains d'un tiers qui sera séquestre, notamment la Caisse des dépôts et consignations. Ce n'est pas d'autorité que votre locataire peut faire ça ne vaut rien. Tout paiement qu'il ferait à la Caisse des dépôts et consignations n'aura aucune valeur et vous pourrez très bien lancer la procédure d'expulsion. Ce n'est qu'en vertu d'une décision de justice qui accordera au locataire la possibilité de payer entre les mains d'un tiers pour que vous réagissiez sur X ou Y point qu'il vous a demandé, que ce paiement sera valable. C'est tout, point. Donc votre locataire, dans votre cas, s'il n'y a aucun différend avec elle en particulier, si ce n'est que vous voulez lui donner congé pour une raison que je ne connais pas d'ailleurs, et qu'elle décide qu'elle ne paiera plus ses loyers et qu'elle les mettra entre les mains de la Caisse des dépôts, ça ne vaut rien. Juridiquement, ça n'a aucune valeur. Non, c'est des sources d'ennui pour vous, mais juridiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Monsieur, vous avez une question? Souvent de fois, quand il y a expulsion, oui. Les bâtiments, le local, il est souvent dégradé. À qui revient les frais de remise en état? Alors là, vous revenez sur une très belle réunion thématique qu'on a fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'état des lieux.
Et moi, je vais vous donner une réponse, ne vous inquiétez pas. Je vous incite quand même à aller voir la réunion thématique en question, mais que se passe-t-il dans ces cas-là? Déjà, on a parlé de l'expulsion. On a parlé donc d'une procédure qui va jusqu'à un moment donné où l'huissier rentre pour, je suis désolé de l'expression, mais mettre dehors le locataire et le faire sortir du logement. Bon. Il est tout à fait possible dans ces cas-là qu'un état des lieux soit fait le jour de l'expulsion. Si jamais c'est pas fait, parce que le locataire n'est pas là, et bien souvent c'est ce qui se passe, l'huissier peut tout à fait conserver les clés du logement, s'il était vide, et convoquer le locataire à un état des lieux ultérieur. Au moins 7 jours avant, par lettre recommandée, vous connaissez la loi sur le sujet. L'état des lieux est fait, en l'absence ou en présence du locataire, et l'état des lieux est contradictoire. Vous avez donc un acte qui vous permet de lister, enfin, de faire, comment dire, excusez-moi, j'ai du mal à trouver les mots ce soir, de faire les devis des éventuelles réparations locatives, vétusté mise à part, on est bien d'accord, dégradation uniquement, et ou défaut d'entretien, et malheureusement lancer une nouvelle procédure pour obtenir le paiement des sommes qui vous sont dues. Problème, c'est que vous avez, alors hors dépôt de garantie, hein, bien évidemment, vous avez déjà mis en place une procédure judiciaire contre votre locataire qui ne vous paye pas les loyers. Pas certain qu'il vous paye les 10 ou 15 000 euros, j'exagère parfois, mais parfois pas, de réparation locative qu'il faudra faire à nouveau consacré par le juge. Delphine, la parole. Oui, juste pour rebondir et compléter mes précédents propos, sachez que dans la garantie visale et dans les assurances loyers impayés, vous avez généralement les options détérioration immobilière. Pour ce qui est de la garantie GLI, ça peut être des options. Pour la garantie visale, vous l'avez automatiquement dedans. Donc, ça peut être couvert. Alors, dans les mêmes conditions, hein, ça dépend des dégradations, etc. Et avec un chiffrage, mais ça peut être couvert dedans. Mais quoi qu'il en soit, par contre, vous ne pourrez pas obtenir de votre locataire, je veux que ça fait réagir chacun d'entre vous, mais vous ne pourrez pas obtenir de votre locataire le paiement des réparations locatives avec la décision de justice qui a permis l'expulsion. C'est autre chose. La première décision de justice, c'est expulsion et paiement des loyers, et c'est à la fin qu'on voit l'état du logement et qu'éventuellement vous pouvez repartir en justice pour ça. Je vous le déconseille formellement, enfin, ça dépend. Vous avez un locataire super solvable, il y a un peu de sous qui reste dû, ok, allez-y. Vous avez un locataire qui vous doit 20 000 euros de loyer et qui a, excusez-moi l'expression, pulvérisé le logement. Ça, c'est pas une vue de l'esprit. J'ai 50 ou 100 dossiers comme ça. Il faut intérioriser dans ces cas-là, il faut passer à autre chose, il faut faire les travaux, il faut vendre le bien, il faut passer à autre chose rapidement, mais ne perdez pas de temps et d'argent en frais de justice pour ça. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, monsieur. Oui, est-ce qu'on peut proposer un échéancier devant un juge? Ah oui, vous pouvez tout à fait proposer un échéancier devant un juge. Ce n'est pas dans votre intérêt, mais vous pouvez. Vous pouvez tout à fait. Alors, plusieurs choses. L'échéancier, si c'est devant le juge, ça veut dire que c'est en début de dossier. C'est-à-dire que c'est au moment où l'affaire est portée devant le tribunal. Le locataire a la faculté de demander un échéancier, déjà. Le juge a la faculté de donner un échéancier au locataire, même s'il ne le demande pas. Si vous, en tant que propriétaire, vous allez rajouter cette possibilité d'un échéancier, tant mieux, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Après, vous avez le droit, oui, pour répondre stricto sensu à votre question, oui, vous avez le droit de dire, voilà, au juge, voilà, je suis prêt à accorder un échéancier. Sachant que bien souvent, les juges n'attendent pas votre autorisation ou même votre sollicitation sur ce point pour le faire, je ne suis pas certain que ce soit très opportun, mais oui, techniquement, oui. Et ensuite, une fois que vous avez votre décision d'expulsion, vous pouvez tout à fait donner un échéancier à votre locataire pour les sommes qui sont dues. Mais le problème va être que faut-il l'expulser ou pas? Parce que si vous payez ce qu'il doit, est-ce que vous voudrez l'expulser ou pas? Là, vous rentrez dans des complications. Mais oui, techniquement, c'est possible. Ça peut être en fonction de ses revenus. Ah ben, ce sera forcément en fonction de ses revenus. C'est la condition sine qua non. Après, sa bonne volonté, c'est autre chose. Mais à minima, la première chose qu'on voit, c'est les revenus. Oui, tout à fait. Mais ça, en général, l'huissier, lui, le fait. Les gens qui viennent nous payer 10 ou 15 000 euros de loyer cash, on a assez rarement vu ça. Une fois, c'est arrivé, et j'en suis toujours parmi. Mais sinon, non, les échéanciers se font de fait, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais vous pouvez le demander devant le juge. Est-ce que c'est vraiment à vous de le faire? Ça, je ne suis pas convaincu. C'est dans la vie personnelle. Il y a la CAF aussi qui en impose.
Oui. L'attente, ça ça. peut pas. C'est à la charge du payeur. Ah ben, c'est évidemment votre locataire qui doit s'acquitter de sa dette. Mais ça, c'est quelque chose de parallèle à la gestion d'une procédure d'expulsion. C'est assez rare parce qu'en général, quand on arrive à expulser quelqu'un, c'est qu'il ne paye plus rien et que même les échéanciers ne sont pas forcément la solution idéale. Avez-vous d'autres questions? J'ai bien répondu à votre question ou pas? Oui? Non? Ça vous va? Non. Bon, alors détaillez, dites-moi plus. J'ai pas répondu à votre question, c'est ça, vous dites? Ah bon, d'accord, très bien. Madame. Allez, oui, vous, allez-y. Les locataires n'ont pas d'enfants, donc ils ont droit à l'APL. Oui. Et l'APL, c'est nous qui percevons. Oui. Et là, nous recevons une notification d'un plan d'apurement de la carte. Oui. Sur 36 mois. Oui. Ils nous disent qu'on ne fournit pas de plan d'aménagement, l'APL sera supprimée. C'est vrai. D'ailleurs, au passage, c'est une obligation de non, mais c'est dur, hein, tout ça, je ne cautionne pas, mais c'est une réalité. Le propriétaire a 2 mois pour déclarer à la CAF l'impayé de loyer. C'est-à-dire que si vous avez vous réceptionnez tous les mois l'allocation, l'aide de l'APL, une personne mise au logement, vous devez, l'État a un droit de regard, et si le locataire arrête de payer, bon, ou si la CAF va arrêter de payer. Voilà. Et vous devez faire cette déclaration dans les 2 mois qui suivent les impayés, et vous pouvez être tenu du remboursement. Alors après, je ne sais pas s'ils sont très efficaces et ils font vraiment leur compte et ils surveillent ça, ça je peux pas vous dire, mais ça arrive que la CAF demande le remboursement au propriétaire des allocations que l'État a payé à tort. Alors à tort, ne veut pas dire c'est pas un jugement moral, c'est tout simplement parce que le locataire avait arrêté de payer. Et souvent, la CAF, effectivement, dit qu'il faut que le propriétaire essaye de mettre en place un échéancier, condition sine qua non, pour qu'il y ait une reprise du versement de l'APL après. Ça, c'est un autre débat. En revanche, tout ça n'empêche pas l'expulsion. On est d'accord. Ah oui, oui, vous êtes obligé de passer 2 mois d'impayé, de signaler l'impayé à la CAF. Après, vous le faites ou vous ne le faites pas, ça c'est pas à moi de juger, mais c'est une obligation légale. Le montant de 2 mois d'impayé, c'est ça? Pardon? Oui, le montant de 2 mois d'impayé. Non, c'est soit 2 mois consécutifs, soit l'équivalent de 2 mois d'impayé qui persiste. Parce qu'il y en a qui payent des... Oui, du coup, effectivement, s'il y avait toujours 2 mois d'impayé, il suffirait que le locataire paye à un moment donné un petit acompte, etc. Non, c'est soit 2 mois consécutifs, c'est-à-dire 2 mois de loyer impayé, soit l'équivalent de 2 mois d'impayé. C'est-à-dire qu'il continue à payer de temps en temps, de façon épisodique, mais il reste encore 2 mois de loyer qui sont dus. Et là, dans ces cas-là, l'obligation de déclaration pèse sur le propriétaire. Y compris les charges. Oui. C'est une très excellente question, ça. Écoutez, je regarde mes notes. Ça, c'est une bonne question. La CAF, c'est jamais sur le loyer avec charge. Non, mais qu'est-ce que... Non, mais moi là, c'est le montant qui est dû. Est-ce que c'est 2 mois de loyer hors charge ou est-ce que c'est 2 mois de loyer avec charge? Ah non, mais les charges, c'est autre chose. Là, oui, non, c'est pas... Non, c'est autre chose. Oui. Ah non, ça n'a rien. Ça, non, c'est 2 mois de loyer. M'a dit, pardon? Le locataire a le droit de ne pas payer les charges. Oui, de toute façon, non, il n'a pas le droit de ne pas payer les charges, mais ça n'a rien à voir. Le locataire n'a absolument pas le droit de ne pas payer les charges. Ça fait partie de ses obligations et ça peut générer une procédure d'expulsion aussi. En parlant de charges, on dévie un petit peu, mais après, quand vous avez des charges non récupérées au départ du locataire, fiscalement, vous pouvez les passer sur la 2044 ou sur la 2072. N'oubliez-le pas. On est un petit peu hors sujet là. Alors, c'est du sujet, mais c'est quand même des questions qui peuvent être intéressantes. Avez-vous d'autres questions, madame? Quand vous avez un propriétaire âgé de 65 ans qui souhaite récupérer son appartement occupé par un couple de 80 ans. Oui. Il a le droit. Alors, on sort là aussi du sujet de ce soir, mais vous avez le droit de le faire. Vous pouvez le faire. Vous donnez congé à votre locataire, tout simplement, et il doit vous restituer le logement. Ben si. Si, il y a des conditions d'âge, mais vous avez énuméré dans votre cas pratique que toutes les 2 personnes avaient chacune plus de 65 ans. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Le propriétaire à 35 ans veut faire partir un locataire qui a plus de 65 ans, là il y aura une obligation de relogement.
Je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je peux vérifier dans le non, détail, non, c'est vrai que c'est c'est ça. vous, en fait, il y a la notion d'âge ou de revenu. Et ou de revenus, de ressources. Alors que le locataire, c'est son âge et ses revenus. C'est et où, il faut bien faire attention. Donc dès lors, dans votre exemple, vous avez plus de 65 ans, la personne a certes plus de 80 ans, mais vous n'allez pas le reloger. Et de toute façon, vous devez prendre, pour reloger une personne de 80 ans qui a, je dis n'importe quoi, une retraite de ministre, non, vous n'avez pas à reloger cette personne parce que vous avez certes la notion d'âge de rempli, mais pas la notion de revenu. C'est des conditions cumulatives. Voilà, Il y a c'est une ça. question d'âge et de revenus, ce qui veut dire que l'âge seul n'est pas un facteur suffisant. Les revenus sont à prendre en compte en deçà d'un certain montant, il y a une obligation de relogement, mais uniquement si le propriétaire, lui, a moins de l'âge qui parle. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais ça règle souvent le problème. Et dans ces cas-là, vous lui donnez congé tout simplement, enfin vous leur donnez congé, et ils ont l'obligation de partir pour la date pour laquelle vous avez donné congé. Et s'ils ne partent pas, là on attaque sur le fameux sujet de ce soir, qui est la procédure d'expulsion. Voilà. Donc on a quand même un lien avec notre sujet, c'est déjà ça. Monsieur, je vous en prie, allez-y, il n'y a pas de problème. J'envisage de vendre l'appartement. Oui. Est-ce que la clause fonctionne? C'est-à-dire Que je peux partir de 3 ans. Et il doit s'en aller au bout des 3 ans. Alors, si. Ce que vous me dites, c'est est-ce que j'ai le droit de lui donner congé, c'est ça? Mais voilà. Ah, bien sûr, vous avez le droit de donner congé. Sur le bail, il est stipulé que si vous voulez récupérer l'appartement, oui. Au bout de 3 ans, vous pouvez à condition de l'occuper vous-même. Il y a 3 motifs pour donner congé. Congé pour vendre, c'est-à-dire que vous voulez vendre le logement. Voilà. Congé pour habiter, alors là, il y a un certain nombre de personnes, dont vous, qui pouvaient être titulaires de la reprise du logement. Et congé pour motif légitime et sérieux. Motif légitime et sérieux, en général, c'est non-respect de certaines obligations du bail, etc. Ça, on peut parler tout à l'heure. Dans votre cas, vous pouvez tout à fait donner congé pour vente à votre locataire. En revanche, vous donnez congé pour vente pour la fin du bail. C'est-à-dire que vous prenez la fin du bail. C'est comme ça faire un an qu'il est là. Oui, mais il en a encore pour 2 ans. Il y en a encore pour 2 ans. Oui. Et comme une procédure, c'est pas oui. Alors, oui, d'accord, mais sauf que là, il y a une chose à savoir qui peut être intéressante et qui a un lien avec ce qu'on dit ce soir, parce qu'on parle de l'expulsion, c'est que si vous donnez congé à votre locataire, enfin, vous avez un impayé. Je court-circuite un peu votre question, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez un impayé, et souvent on dit oui, mais je vais lui donner congé aussi. Oui, vous lui donnez congé. Sauf qu'un impayé, vous lancez la procédure tout de suite. Commencez votre procédure dès maintenant. L'année et demie de procédure va commencer maintenant. Elle se terminera, comment on verra, par une expulsion, par un départ volontaire, etc. Si par contre vous donnez congé à votre locataire. C'est 6 mois avant. Oui, c'est 6 mois avant, mais il faudra attendre la date pour laquelle vous devez partir pour la démarrer la procédure. Et c'est dans 2 ans que vous allez commencer une procédure d'1 an et demi. Donc vous en verrez la fin dans 3 ans et demi. Je ne vais pas vous décourager, mais c'est pour ça que, on revient un petit peu sur le cas, mais vous m'en aviez parlé du congé, je vous ai dit que c'était une solution, mais que ce n'était pas la solution miracle, sauf si vous étiez vraiment, vos loyers impayés étaient pratiquement concomitants avec la possibilité pour vous de donner congé dans un délai raisonnable. 2 ans, mais oui, c'est ça. Ça se passe comme ça, effectivement. Et vous pouvez donner congé pour vente et le locataire doit partir à telle date. S'il ne parle pas, expulsion. En plus, est-ce à dire qu'avec les allocations de la CAF, quand il y a 2 mois qu'on n'est pas arrivé, on doit le mentionner à la CAF? Oui, c'est une obligation légale. Encore une fois, je vous dis, c'est pas un cours de morale de ma part, moi je ne veux pas le savoir, mais oui, c'est une obligation. Plus de 2 mois d'impayés, c'est-à-dire 2 loyers consécutifs, ou toujours une somme qui perdure, qui est au moins équivalente à 2 mois de loyer impayé. Et là, vous devez le faire. Sinon, la CAF peut, à un moment donné, dire, ben voilà, vous êtes obligé de rembourser. Il n'y a pas d'allocation. Pardon? Il n'y a pas d'allocation. Ah ben alors là, il n'y aura pas de problème de remboursement. Ça va régler votre problème. Et puis il y en a 2 mois, les 3 mois ça va en avoir, et 2 mois ça va en avoir. On pourra peut-être personnaliser après, si vous voulez bien. Et vous êtes dans l'obligation également au niveau de la CAF, au niveau des assurances loyers impayés. Parce que vous ne pouvez pas, quand vous avez un versement CAF qui est fait directement auprès du locataire, vous avez... Ah, d'accord, ok. Donc, je dis rien. D'autres questions? Monsieur? Suite au jugement d'expulsion prononcé par le tribunal, oui. vous avez établi l'état des lieux de sortie oui. en présence du locataire.
locataire Oui. qui a prétendu ne pas avoir les clés. Qui a prétendu ne pas avoir les clés. À la sortie. Il a dit que dans le déménagement, il y a des clés. Il a restitué une partie des clés, pas toutes. Moi, je n'étais pas connu. Et ça, c'est le premier point. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour récupérer les clés? Attendez, excusez-moi, d'un cas qui vous est personnel, le locataire vous a restitué une clé seulement. Le locataire a donné une clé Oui, et il en reste trois. oui, vous faites changer la serrure surtout tout de suite. Oui, mais il a promis d'y remettre, il ne le remet pas. Et deuxième point, il a emmené le frigo. Et il y a toujours une balance dans votre réflexion coût-avantage, automatiquement. Mais toujours. Est-ce que pour le frigo, je peux porter plainte? Si vous voulez, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change rien. Non, mais alors, je vais vous donner une réponse. Plainte, le mot plainte, c'est un terme qui a un rapport avec de la procédure pénale. C'est-à-dire que vous allez au commissariat et vous allez porter plainte. Je pense que, à mon avis, oui, ou pire, vous faites plainte courante, mais vous pouvez porter plainte, et je pense qu'il ne se passera rien. Très honnêtement, je pense qu'il ne se passera rien. Peut-être que sur le moment, ça va vous faire du bien, mais je pense qu'après, il ne se passera rien. S'il se passe quelque chose, tenez-moi au courant, mais honnêtement, je ne pense pas. En revanche, après, demandez l'indemnisation à votre locataire pour le frigo et pour les clés. Vous voyez le prix du réfrigérateur et de deux clés, et là, tout de suite, vous avez votre réponse. Voilà, donc voilà pour votre réponse. J'ai vu un monsieur qui avait la main. Ah oui, bon, allez-y. Un propriétaire a le droit de ne pas augmenter son locataire. Selon la vie qu'il a payée. Ah, bien sûr. Ah oui. Pendant une durée. Vous faites ce que vous voulez. C'est une faculté que vous avez, c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien ne pas augmenter votre locataire pendant des années, même si vous voulez. Par contre, il y a prescription après. Oui, c'est Oui, fini. voilà, Après. après, il y a prescription. Toute indexation de loyer qui n'est pas demandée pendant un an est prescrite. Donc, elle est définitivement perdue. Donc, vous avez le droit, effectivement, de ne pas réviser et vous avez perdu cet avantage. Au bout d'un an. Voilà, au bout d'un an. Ça ne présume pas de l'avenir. C'est-à-dire que si vous faites pendant 3 ans, vous ne faites pas de révision, soit vous perdez en fait l'avantage de cette révision, mais au bout de 4 ans, vous pouvez refaire et vous repartez simplement sur une révision avec la règle de 3 sur l'année en cours, pas sur les 4 ans. On est bien d'accord. Delphine a apporté un terme important aussi, prescription. Je vous ai parlé d'une prescription d'une décision de justice, le délai de prescription pardon, qui est de 10 ans. En revanche, la prescription des loyers, c'est 3 ans. Ça peut paraître long, mais si vous demandez le paiement de vos loyers à un locataire 4 ans après, tout ce qui a passé 3 ans est prescrit. Et là, c'est terminé, vous aurez une fin de non-recevoir pour le tribunal. Idem pour les régularisations de charges. D'autres questions peut-être? Madame. Alors, bon, je ne suis pas tout à fait dans le sujet. En fait, il m'a été fait donation d'un appartement il y a une quinzaine d'années, la personne vient de décéder. Le locataire. Non, la personne qui m'a fait donation. Oui, d'accord. Oui, il y a une locataire dans l'appartement qui ne paye pas bien ses loyers, enfin assez régulièrement. À quel moment je vais pouvoir avoir la main dessus? Vous êtes propriétaire. Je ne sais pas, la succession n'a pas commencé encore. Alors ça, on va voir ça un peu si vous voulez bien. On sort vraiment du cadre, là on va rentrer sur des considérations qui ne sont pas du tout celles de notre réunion thématique. C'est une très bonne question, attention. Je préfère qu'on essaie d'en parler un peu. Pour voir à quel moment je vais pouvoir commencer à m'occuper de la locataire. Ça dépend de l'avancement de la procédure, ça dépend de plein de choses. Là, je ne peux pas vous répondre comme ça, et en plus on est un petit peu hors sujet, vous l'avez dit vous-même. Donc, Madame, derrière, vous avez une question. Parfait. Avez-vous des questions dans le sujet? J'ai des garages, j'ai l'habitude de tout. Rien. Alors, Je ne sais pas du tout. Ça, Je ne sais pas. Là, c'est des procédures qui sont publiques, ça. C'est Maître Dalibar. Oui, dans ces cas-là, on a un administrateur qui est Frédéric Dalibar, qui est avocat, qui pourrait vous renseigner là-dessus, puisque lui, il est spécialisé là-dedans. Frédéric Dalibar, qui lui s'occupe de ça, c'est une procédure qui est mise en place par l'État. Et là, je ne suis absolument pas en mesure de vous renseigner sur le sujet. Pardon? De l'UNPI, il est avocat, oui. Ouais.
lui pourra vous renseigner là-dessus. Appelez Delphine, elle vous dit, elle vous donnera son numéro et vous pourrez. Ouais, non, mais là, vous êtes sur alors là aussi sur un sujet qui n'est pas du tout celui et qui est un sujet très pointu. Seul un avocat spécialisé en la matière peut vous répondre. C'est pas que je ne peux pas vous répondre, c'est que là, je ne sais pas. Je me souviens bien. Vendez ce garage. Il est maudit, je pense. Quelqu'un a-t-il d'autres questions? Monsieur, allez-y, je vous en prie, vous êtes dans les réponses. Qu'un locataire qui a un bail commercial repousse, il nous dit par exemple que je m'en vais le 31 mars, Oui. il repousse encore une fois, il paye, il n'y a pas de problème, il paye, il repousse jusqu'à 6 mois. Et est-ce qu'il faut faire un avenant au contrat? Alors, attention, dans quel cas? Vous lui avez donné congé à votre locataire ou pas? Il est resté ailleurs, mais c'est pas payé. Donc c'est lui qui vous a donné congé? Oui, c'est lui qui nous donne congé, et après il repousse, parce que là où il va aller, il n'est pas payé. Donc je répète, vous avez un locataire bail commercial, donc hors cadre de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est intéressant aussi, bien sûr. Le locataire vous donne congé parce qu'il va acheter, il va aller dans un nouveau local, les travaux ne sont pas finis, il repousse en permanence, c'est ça? Faire un avenant, je ne sais pas. Le problème, c'est que si vous signez un bail commercial, vous re-signez un nouveau bail commercial. Et un bail commercial, normalement, c'est 9 ans. Alors, vous pouvez peut-être signer effectivement un bail précaire. Et encore, je ne sais pas si vous êtes dans les conditions légales pour le faire, mais je ne pense pas. Non. Moi, je pense que vous prenez les loyers qui tombent pendant ce temps-là et attendez qu'ils s'en aillent. Et si on s'approche de la date fatidique du 369, non, votre locataire vous a donné congé. La date pour laquelle il vous a donné congé, elle est passée, on est d'accord? Oui. Plus de La bail. date initiale. Il y a plus, normalement, le premier bail, il est terminé puisque la date est arrivée. Après, vous le maintenez dans les lieux par un accord, on va dire, verbal, voilà. Mais le bail initial, non, il est terminé. Et s'il décide de partir juste un mois avant la date légale du bail, Il part s'il veut, il vous doit juste les loyer jusqu'à la date de fin. mais on n'a pas le droit de lui dire maintenant pour finir le bail. Alors normalement, un locataire doit rester jusqu'à la fin, il y a une obligation de garnissement des locaux, il y a plusieurs obligations. Après un mois, vous n'allez pas partir en bataille juridique pour ça. Donc l'essentiel étant souvent qu'ils vous payent le loyer, qu'ils vident les locaux, qu'ils sécurisent pour bien évidemment qu'il n'y ait pas des gens indélicats qui puissent rentrer et faire un squat ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Au-delà du congé, normalement, sur la quittance, il faut pas écrire le loyer aussi. Oui, Delphine parle des quittances que vous faites à votre locataire dans ces cas-là. Effectivement, n'appelez pas ça loyer si la fin du bail est arrivée. Peut-être indemnité d'occupation, qui est un terme qui ne signifie pas qu'un nouveau bail est parti. Voilà. Mais non, signer un avenant, je ne pense pas. Enfin, sauf si ça a vocation à s'éterniser. Dans ces cas-là, consultez peut-être un avocat quand même qui pourrait vous renseigner. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt de le faire. Si ça dure encore 2 ans, là par contre, il va falloir se poser la question parce que passé un certain délai, votre locataire pourrait pratiquement reprendre les droits. Comment dire, l'occupation serait tellement longue qu'on se demanderait s'il n'y aurait pas un bail verbal qui pourrait commencer. Donc là, je pense qu'il faudrait voir à ce moment-là. Mais sinon, s'il y a un avenant, je ne pense pas que ce soit forcément très utile. Parce que vous allez donner un délai, vous allez cadrer, vous faites un avenant que vous allez repousser la fin du bail jusqu'à telle date, mais si cette date, il n'est pas capable de la respecter, vous allez avoir le problème qui va se repousser en permanence. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Sous réserve. Ok. D'autres questions? Plus de questions. Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, on peut arrêter là. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Au revoir. Ah, monsieur, une question. Merci, c'est gentil.